Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans l'émission Les Témoins de l'Invisible. Du 2 au 7 juillet dernier, la galerie Écomusée du 18e arrondissement de Paris a accueilli une exposition inédite intitulée Les ovnis en Afrique. À l'origine de cet événement, Yann Alexander, qui est un artiste franco-gabonais, et Samson Mahou Lolo Alija, journaliste togolais. Ensemble, ils ont fondé le réseau UAP Afrique, dont l'ambition est d'étudier et de documenter, d'informer sans doute aussi sur les phénomènes aériens non identifiés sur le continent africain. Alors, ma curiosité piquée au vif, j'ai aussitôt contacté Yann Alexander pour lui demander une interview. Il m'a répondu, j'arrive. De fait, il est là en face de moi aujourd'hui, dans les studios chartrains de Radio Grand Ciel, invité de notre émission Les Témoins de l'Invisible. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, vous êtes chanteur, acteur, compositeur et depuis quelques années, alors j'allais dire ufologue, mais vous refusez un peu ce nom. En tout cas, chanteur, acteur, compositeur, rien qui vous prédispose apparemment à vivre l'ufologie. Mais il y a une raison à cela qui remonte à très très loin dans votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment justement vous y intéressez? C'est sûr que je suis un outsider, mais ça me va très bien d'être un outsider. Hein. J'ai dit plusieurs fois dans certaines interviews que mon rapport à la question OVNI, UAP ou alien, vous prenez le terme que vous voulez, mais que c'était pour moi un engagement citoyen, que c'était pas un hobby, que c'était pas une passion, que c'était pas funny, que c'était pas genre je travaille toute la journée et quand je rentre qu'est-ce que je vais faire, je vais regarder X-Files. Je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et ce qui fait que je suis peut-être pas marrant pour certains d'ailleurs. Mais voilà, c'est un engagement citoyen de la même manière qu'on va s'intéresser à l'aménagement du territoire, au conflit Chine-Taïwan, Russie-Ukraine, au changement climatique, aux défis sociétaux. Je suis pour une mise à niveau de cette question au même niveau que les autres. J'ai même envie de dire que la question OVNI doit être ennuyeuse, elle doit être âpre comme un roman de Bernanos. C'est très bien. Je veux dire, je crois qu'on a trop fait de divertissement autour de cette question et que finalement, on a oublié qu'il y avait des gens derrière qui vivaient des choses, qui expérimentaient des choses, qu'il y a des vies, voilà, des gens faits de chair et de sang qui vivent des choses. Ce sont pas des personnages de films. Il y a des vies, il y a des histoires. Il y a des histoires individuelles, il y a même des récits familiaux. Et c'est vrai que, effectivement, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler sur deux autres médias assez spécialisés et assez cadrés. J'aurais pas pu en parler dans une émission généraliste pour faire de l'audimat, ça n'a aucun sens. C'était pas mon souhait. J'ai été approché, j'ai accepté, notamment après la sortie de la chanson d'Abduction en 2018, mais jusqu'en 2021, j'ai toujours refusé de parler de la dimension personnelle de la question alien. J'ai toujours refusé pendant plusieurs années. J'ai refusé. Vous avez demandé l'autorisation à vos parents? C'est ce que vous m'avez dit. Mais oui, c'est-à-dire que quand j'ai reçu des propositions d'émissions et dont ceux qui étaient derrière avaient l'air sérieux, et d'ailleurs ça s'est avéré qu'ils étaient sérieux, ils avaient travaillé le sujet, ils ont su être respectueux, poser des questions pertinentes auxquelles moi-même je n'aurais pas pensé. C'est vrai que j'ai demandé l'autorisation à mes parents. Alors pourtant j'ai rarement demandé l'autorisation à qui que ce soit pour faire des choses. Mais c'est vrai que sur un sujet comme ça, on engage sa réputation, mais on engage aussi la réputation des autres, des proches. Donc, surtout que ces émissions sont vues quand même par des milliers, si ce n'est des millions de personnes, en cumul. Hein. Donc, il faut quand même être prudent. Faut pas plaisanter avec ça.
parce que la question exogène est une question qui dérange beaucoup de gens encore. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Et il y a beaucoup de gens pour qui ce n'est pas possible, c'est inconcevable, ce n'est pas tenable, ce n'est pas pensable, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable. Et donc oui, j'ai demandé à mes parents. Si mes parents m'avaient dit non, mais n'y va pas, ben j'y serais pas allé. Alors, il se trouve qu'en fait, vous n'êtes pas un ufologue, mais vous êtes un expérienceur, c'est-à-dire que vous avez eu des expériences en rapport avec cette problématique du phénomène OVNI. Ça remonte à la petite enfance au Canada, c'est ça? Ça remonte à la petite enfance au Canada, mais alors, ce mot expérienceur est un beau mot, et d'une certaine façon, il est juste, mais l'ennui avec le mot expérienceur, c'est que il y a un petit peu un côté comme si j'avais choisi ça, oui. Et je l'ai pas choisi. Donc, c'est vrai que je préfère abducter ou abducter. Oui. Ou ayant interagi, alors c'est long comme phrase, hein, j'en ai conscience, mais ayant interagi avec quelque chose d'inconnu, quelque chose d'exogène, oui. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous étiez enfant? Oh, mais ça c'était vraiment un truc, effectivement, j'ai eu déjà l'occasion de le dire, c'était une tête de gris à travers la fenêtre de ma chambre. La tête était éclairée par la lune, et à l'époque, pour moi, c'était juste un monstre. Hein. J'avais quel âge? J'avais 4 ans, 5 ans. Hein, c'était au Canada. Mon père travaillait pour l'ambassade du Gabon, était diplomate. Et mais alors c'est curieux parce que cette figure, alors en grandissant, je me suis convaincu que c'était un cauchemar. Mais cette figure a toujours été une toile de fond. Voilà. Il y a eu toujours ce truc en fond dans ma vie. Et il y a eu toute une succession de choses, de faits paranormaux qui se sont passés. Mais alors, ces faits paranormaux, à un moment donné, moi, je me suis beaucoup intéressé au paranormal. J'ai même écrit dessus. J'avais même fait une sorte d'échelle de quantification du paranormal. Mais je suis arrivé à un moment donné à une impasse. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui va pas. Parce que je voyais les témoignages de certaines personnes qui avaient vu des ovnis et plus. Elle disait des choses qui étaient semblables à ce que je disais. Oui, et puis, bon, il y a eu cette observation d'un ovni à Massy-Palaiseau fin 2013, suivi de plusieurs mois extrêmement éprouvants, de cauchemars, de douleurs dorsales, d'insomnie, parce que j'avais peur de dormir, parce que les cauchemars étaient éprouvants, et 2, parce que il fallait que je lise tout, parce que je ne comprenais pas, il fallait que je comprenne qu'est-ce qui se passe, de quoi j'avais été le spectateur, je ne comprenais pas. Et donc il fallait lire. Alors c'est ça aussi qu'il faut toujours rappeler, parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. C'est vrai que il y a quelque chose qui revient chez beaucoup de personnes qui vivent ce genre de choses. C'est une sorte de mélancolie très forte, de dépression très forte, de aquabonisme très fort. Mais il y a un autre aspect, c'est l'aspect matériel, concret. C'est-à-dire que je me suis enfoncé littéralement dans une précarité absolue. Je dois ma chance à un entourage. Quand je dis la précarité, là par exemple, j'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie. J'en ai pas toujours profité, mais enfin, il y a eu des moments où j'en ai gagné beaucoup. Donc, en tant que chanteur, avec les concerts, avec des droits d'auteur, il y a eu des beaux moments, il y a eu des moments fantastiques. Mais j'ai un attaché de presse qui tient bien le registre de mes concerts, de tout ça. Et effectivement, les années 2014, 2015, 2016 sont des années très faibles en activité musicale, très faibles. Et en plus, je n'ai pas vraiment cherché, parce que je n'en avais sûrement pas la force, mais je n'ai pas cherché à travailler à côté. Donc il y avait une forme de dépression qui s'était installée. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu exactement à Massy-Palaiseau, du coup, en 2013? Massy-Palaiseau, c'était vraiment la caricature grotesque de l'OVNI à proximité de la gare. Je revenais d'Angers. J'étais en covoiturage. Le conducteur n'a rien vu. Les 2 étudiantes derrière n'ont rien vu. Et j'étais profondément choqué. L'observation n'a pas duré très longtemps. Et alors c'était curieux parce qu'il y avait un côté très soucoupe, grotesque, classique, et un côté un peu translucide, un peu comme si... Je redirais ce que j'ai dit à l'époque, comme si ça venait d'une autre dimension.
Et je ne sais absolument pas comment je suis rentré chez moi. Je sais qu'il fallait prendre le RER B au départ de Massy pour aller à Paris, mais je n'ai aucun souvenir. Je pense pas que j'ai eu de temps manquant. Hein. Je pense que c'était de la sidération, tout simplement. Donc il y a eu un choc finalement. Un choc, oui. On ne dira jamais assez que voir un ovni, quand il est pas très très loin, c'est pas comme voir un avion. Non. C'est qu'il y a il y a tout un contexte. Il y a tout un contexte. Il y a, c'est vraiment, on est dans à un moment donné, une sorte de zone de haute étrangeté. C'est pas qu'un objet, finalement. Non. Et il faut se démerder avec ça après. Parce que après, il faut continuer de faire société, quoi. Et alors, évidemment, je n'ai pas du tout, je n'aimerais pas être ramené à l'abducté de service. Donc c'est pour ça que souvent j'ai fait de la dérision, de l'autodérision sur ce sujet, parce qu'il faut savoir faire de l'humour, mais aussi parce que je suis plein d'autres choses. Hein. Je suis un homme métis, de couleur, moitié gabonais, moitié français. Je suis myope, si ça peut intéresser les gens. Et asthmatique. Et asthmatique. Donc la myopie et l'asthme, on n'en parle jamais assez. Les grands combats du XXIe siècle. Et puis, j'appartiens à la communauté LGBT. Je ne l'ai jamais caché. Je suis quelqu'un de très engagé en tant qu'artiste, chanteur, poète. Je n'aimerais pas du tout être ramené à cette identité, mais pas plus que certaines personnes aimeraient être ramenées, je sais pas moi, personne qui aurait vécu un viol ou je sais pas, ou du harcèlement, elle a pas envie d'être réduite à la personne qui a été harcelée. On est plein de choses. Mais c'est tout de même toute autre chose. Parce que quand on parle, peut-être pour les auditeurs qui ne sont pas familiers de ce terme, abducter, c'est finalement, on peut dire un enlèvement. C'est ça, c'est-à-dire que effectivement, je n'ai pas de souvenir particulier de l'enlèvement lui-même. J'ai des bribes des années canadiennes. J'ai des bribes sur lesquelles je ne rentre pas en détail d'ailleurs en public, mais il y a des bribes, oui. Et c'est pour ça que je ne peux pas vraiment. Je suis désolé, je cherche les mots, parce que je vais pas. On peut le comprendre, parce qu'on n'est pas dans des choses qui sont facilement. Mais c'est parce que en fait, Baptiste Friscourt de la chaîne Sentinel News me posait une bonne question. Que diriez-vous aux gens qui rêveraient d'être abductés? Et je dis, je ne comprends pas qu'on puisse avoir un rêve d'être abducté, en fait. Alors la psychologie humaine est très complexe, elle est très fouillie. Je sais qu'il y a des gens qui expliquent qu'il y a des gens qui rêvent d'être violés, des choses comme ça. Ok, très bien. Mais il n'y a pas besoin des extraterrestres ou il n'y a pas besoin des aliens pour rendre sa vie intéressante. Et je ne fais pas partie de cette école qui pense que on vit une élévation spirituelle ou je ne sais quoi en ayant vécu que ça. C'est quelque chose qui m'a valu beaucoup d'incompréhension, voire d'agressivité, d'hostilité, parce que j'ai toujours dit, moi je milite pour nos petites mesquineries, je milite pour notre petite médiocrité d'être humain. C'est aussi ça notre humanité. Je ne vois pas pourquoi, parce que quelqu'un aurait vécu une expérience de mort imminente ou aurait vu un alien, il serait beaucoup plus nécessairement plus élevé spirituellement. Ça, c'est une doxa. Parce que du coup, ça met en porte-à-faux plein de gens qui vivent des choses très fortes, mais la vie continue qu'un cas après. Parce que le cycle de la vie, parce que le quotidien, le matériel. Donc, j'ai vécu ça et il a fallu faire société. C'est-à-dire que j'ai toujours, de toute façon, et je pense qu'il doit y avoir un lien. Je ne sais pas très bien les modalités de ce lien-là, mais j'ai toujours, de toute façon, depuis petit, été en décalage absolu. Voilà. C'est toujours ce sentiment-là où réellement donc toujours. Là et pas là, là et ailleurs. Là et pas là, là et ailleurs, là et pas avec les autres. Quand je dis que le paranormal, entre guillemets, ou la chose alien m'aura accompagné toute ma vie, oui.
Mais ça ne m'aura pas empêché d'être aussi un homme superficiel, d'être un homme matérialiste, d'être un homme qui regarde les points de fidélité sur sa carte BHV. C'est vrai, il faut le dire, parce que c'est vrai que pourquoi beaucoup de gens gardent aussi les choses pour eux, c'est parce que des fois ils ont l'impression qu'il y a une forme de parole commune à laquelle il faudrait se confronter dès qu'on touche à ce genre de sujet. Et je trouve ça terrible. Oui, il y a un côté prophétique Un parfois. côté prophétique, mais il faut être soi. Il faut être soi, il faut accepter ses failles, il faut... finalement, effectivement, ok. C'est pas commun de voir une tête de gris à travers la fenêtre de sa porte. Ok, très bien. C'est pas commun de voir un ovni émancipé des autres. Très bien. Bon, c'est pas commun de voir une tornade non plus. C'est pas commun d'être poursuivi par un essaim de frelons. Il y a des gens qui se font bouffer par des ours, c'est extrêmement rarissime. Il y a des gens qui se font bouffer par des requins, c'est extrêmement rarissime. Est-ce qu'il faut rattacher ça à quelque chose de surnaturel ou d'une forme de transcendance? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Néanmoins, vous avez parlé et employé le terme haute étrangeté. Oui. Parce que, évidemment. Oui. Mais ça, on ne peut pas faire l'impasse dessus. On ne peut pas faire l'impasse dessus. Vous parliez de phénomènes paranormaux qui vous accompagnent depuis l'enfance. Les ampoules qui éclatent, le sentiment d'une présence continue, imperceptible. Il y a, par exemple, c'est un truc, il y a deux choses intéressantes. De fait. Elles le sont. Oui, bon. J'avais 7 ans et on était revenu au Gabon et j'étais dans un lycée, une école conventionnée. C'était l'école Gros Bouquet. Et de l'autre côté de l'école, un peu plus loin, il y avait un bâtiment qui était en chantier, mais en fait abandonné. Le chantier avait cessé. Et la rumeur parmi les camarades, c'était que les ouvriers avaient arrêté à cause de mauvais esprits. En fait, moi avant que ces camarades disent ça, moi j'étais captivé par cette bâtisse abandonnée. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose là. Et quand les camarades disaient ça, ça ne faisait que renforcer ce que moi je ressentais. Qu'il y avait effectivement dans cette bâtisse, au loin, quelque chose. J'avais pas les mots, j'avais 7 ans. J'employais pas, moi, les mots fantôme, alien, esprit, tout ça. J'avais 7 ans. Donc, mais qu'il y avait quelque chose. Et je repense encore à cette bâtisse maintenant. Je peux comprendre que des ouvriers qui n'avaient pas l'habitude fuient cette bâtisse et ne veuillent pas faire quelque chose là-dedans. Et donc ça, c'était quelque chose qui a été très tôt dans ma vie. Et récemment, mon meilleur ami des années lycée, métis comme moi, m'a écrit pour me dire, je n'en avais pas parlé du tout, mais il m'a dit, oui, j'ai vu ton intervention sur tel média. Et bon, j'étais surpris qu'il ait vu mon intervention, parce que c'est absolument pas quelque chose dont je parlais avec lui. Et il me dit, mais tu sais, je suis absolument pas étonné. Rappelle-toi quand on était au lycée, tu étais obsédé par le ciel, tu regardais le ciel et tu étais complètement à la ramasse. Et c'est vrai que moi c'est vrai que finalement l'adolescence pour moi qui était pas très intéressante, hein, c'était pas. Du coup j'ai une sorte de grand voile sur les années lycée parce qu'elles étaient pas intéressantes tout simplement. Mais lui se souvenait de ça et me dit tiens oui. Alors j'étais pas du tout tout ce qui était alien, oui, vous pas spécialement, ça, oui. Non. Je sais qu'à un moment donné, ma grand-mère était venue de France pour les vacances à Libreville et mon père, avait emprunté au vidéoclub parce qu'à l'époque à Libreville, bien avant Internet, il y avait des vidéoclubs partout. Et il avait emprunté Rencontre du troisième type. Qu'est-ce que ça m'emmerdait ce film. Qu'est-ce que ça m'emmerdait. Au bout de 3/4 d'heure, je suis parti. Je suis retourné dans ma chambre. Je n'avais aucune espèce d'intérêt pour ce film. Aucune. Et c'est des années plus tard que j'ai redécouvert ce film. Et là, vous avez dit, oh. Et que j'ai eu un choc. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient justes. Mais alors, je dis qu'à la même époque, j'étais complètement
absolument pas intéressé par Rencontre du troisième type. Mais j'ai quand même retrouvé des vieux dessins, parce que je dessinais beaucoup. Je voulais même faire de l'animation, intégrer l'école d'animation de l'université des Gobelins. Et j'ai retrouvé des vieux dessins avec des mantes religieuses. Et je dessinais, c'est vrai, à cette époque, de façon compulsive, vers 15-16 ans, des mantes religieuses. Et ça, vous n'aviez aucun souvenir finalement de... Non. Et donc, c'est pour ça que je dis, il y a quelque chose comme ça, mais encore une fois, je n'ai rien d'une exception. C'est comme s'il y avait une sorte de voile d'oubli qui s'était... Oui, puis voile d'oubli parce qu'il y a le quotidien. Bien sûr, oui. Le quotidien immédiat. Il faut vivre, il faut manger, il faut faire des études, il faut travailler, il faut gagner sa vie. Il y a le quotidien, c'est important de rappeler ça. Alors, ce même quotidien, c'est vrai que nos sociétés telles qu'elles sont conçues, le capitalisme nous bouffe, le capitalisme participe à ce voile d'oubli également. Hein, les gens sont préoccupés par le métro boulot dodo. Ça, c'est une réalité. Il y a des gens qui n'ont pas toujours la disposition mentale pour aller au-delà de la réalité telle qu'elle est. Oui. Mais parce que tout est fait pour qu'on ne l'ait pas. Le brouillage permanent. Nous sommes dans le brouillage permanent. Puis un jour dans votre histoire, vous tombez malade, vous êtes hospitalisé. Oui. Et là, il se passe quelque chose à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était une histoire de fou à l'hôpital Lariboisière. C'était en octobre 2016. Et je suis arrivé à l'hôpital avec des fourmillements très violents au bout des doigts, des fourmillements très violents au bout des pieds. J'avais le visage complètement rouge, comme si j'étais passé sous un micro-ondes ou je sais pas quoi, et gonflé. Et après plusieurs nuits de cauchemars, vraiment, avec un goût très bizarre dans la bouche, un goût métallique dans la bouche. Donc tout ça mis bout à bout. Je suis allé aux urgences et l'équipe médicale a pensé que je faisais un AVC à l'époque. Et donc, on m'a fait les prises de sang, etc. Les prises de sang n'ont rien donné. Et je sais que quand l'équipe médicale a quitté, je fais court, l'histoire évidemment, mais quand l'équipe médicale m'a laissé pendant les horaires de pause, j'étais avec les autres malades, j'étais moi-même sur un brancard, et j'étais très déprimé, très très déprimé. De me dire mais j'ai tout raté, enfin vraiment j'étais déprimé. Et je regarde les néons, et je pensais que c'était un infirmier qui me touchait la jambe droite. Et donc je me suis retourné pour l'engueuler parce que d'abord j'aime pas qu'on me touche dans le cadre médical. Et encore moins sans mon autorisation. Et il n'y avait personne. Et non seulement il n'y avait personne, mais à ce moment-là, toutes mes douleurs ont disparu. Tout. Je pouvais à nouveau fermer les mains, ouvrir les mains sans avoir mal. Et j'étais presque comme un grand gamin, hilar, à agiter, refermer les mains au milieu de la salle, pendant que les autres étaient groggy, les autres malades n'étaient pas dans des beaux états. Et quand le jeune médecin est venu me voir, navré, il me dit mais les prises de sang n'ont rien donné. Je dis mais vous pouvez me laisser partir, j'ai plus mal. Il me dit non, c'est pas possible, vu l'état dans lequel vous êtes arrivé ce matin, c'est pas possible, on ne peut pas se permettre. Nous avons prévu une hospitalisation de 3 jours pour vous. Alors vraiment, mais comme la prise de sang ne donnait rien, il a dit ce qu'on va faire, on va vous faire une ponction lombaire. J'avais déjà tellement entendu parler de choses autour de la fameuse ponction lombaire. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Bon, le ponction lombaire, finalement, elle est passée. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas de résultat. Et la neurologue a débarqué dans la chambre où on m'avait fait la ponction lombaire et où j'étais en attente, furieuse, parce qu'elle avait vu aussi l'état dans lequel j'étais arrivé le matin. Elle avait dit, mais non, mais vous ne jouiez pas la comédie, vous étiez dans un sale état, c'est pas possible que maintenant tout va mieux, c'est pas possible. Alors, du coup, de mauvaise grâce, j'ai signé une décharge pour quitter l'hôpital, avec le motif paresthésie inexpliquée, et avec une ordonnance pour passer un scan du cerveau.
Oui, je sais, ça ne se fait pas d'interrompre quelqu'un au beau milieu de son récit, mais laissons planer le suspense. Vous retrouverez Yann Alexander dans le prochain numéro des Témoins de l'Invisible. Il nous dira ce qui s'est passé ensuite à la sortie de l'hôpital. Et puis, il nous parlera également de son travail d'enquêteur au sujet des ovnis sur le continent africain. D'ici là, bien évidemment, ne l'oublions pas, Yann Alexander est avant toute chose auteur, compositeur et interprète. Il donne des concerts régulièrement un peu partout en France. Il en a d'ailleurs donné 2 en Eure-et-Loire ces dernières années, l'un à Chartres et l'autre à Champhol. J'espère que nous aurons l'occasion de pouvoir l'écouter à nouveau dans les années à venir. En attendant, je vous propose d'écouter une chanson d'actualité en rapport avec le sujet de notre émission, l'abduction. Excellente fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt dans les Témoins de l'Invisible. Déjà, il recevait d'étranges visites, des yeux noirs sous la lune et la peur du dentiste. Croyant vite qu'il était seul, il en fit souvenir. C'est ainsi que des douleurs furent si longtemps enfouies. Un beau jour devant la glace, elle se souvint alors. Sur sa peau à la surface d'étranges signaux dès lors. Tout lui revint en mémoire. Elle voulut se confier à son amour, mais hélas, le mur était d'acier. Oh, tais-toi, tu ne sais pas ce qu'il y a entre eux et moi. Chaque nuit, mon cœur bat la chamade. À la belle étoile. Le psy très gentil lui dit: vous vous faites des idées. Il croit quelques instants déni d'une vérité. On le prendrait pour un fou, on la prendrait pour une folle. Tant ces visites sont tabous. Allez vite, faut que l'on dorme. Puis une nuit d'hiver, rentrant seul dans cette campagne, une lumière haut dans le ciel n'avait rien d'une étoile. Cette lumière le narguait, il s'enferma chez lui. Depuis lors, il ne sort plus, terrifié par la nuit. Oh, tais-toi, tu ne sais pas ce qu'il y a entre eux et moi. Chaque nuit mon cœur bat la chamade. Je ne dormirai pas à la belle étoile. Chaque nuit mon cœur bat la chamade. Je ne dormirai pas à la belle étoile. Oh, tais-toi, tu ne sais pas ce qu'il y a entre eux et moi. Chaque nuit mon cœur bat la
chemin.